Échange authentique, nouvel épisode avec Caroline de Blondeur. Bonjour Caroline. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour cette invitation, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Bon, très content aussi, moi, de pouvoir discuter, échanger avec toi. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Peux-tu nous dire, allez, en quelques mots, je sais que t'aimes pas trop ça, mais peux-tu nous dire qui tu es, Caroline? Ouh, qui je suis? Ouh là là, que de choses. Je vais pas parler en tout cas de mes missions, de ce que je fais dans la vie. Je suis Caroline de Blander. Moi, je travaille dans la fonction publique en région wallonne, donc en Belgique, où j'accompagne des managers locaux, donc les managers des collectivités territoriales en Belgique, dans leur montée en compétences, on va dire, en matière de soft skills. Et donc, j'aurai l'occasion d'en discuter, mais j'ai mis au point plusieurs projets pour ce public cible. Et par ailleurs, je suis aussi une passionnée par les soft skills. Et il y a un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai lancé ce que j'appelle une newsletter sur LinkedIn qui s'appelle Inspiration Soft Skills et où on aborde les soft skills comme enjeu de demain. Newsletter où tu m'as fait l'honneur De de t'interviewer, m'interroger, voilà, merci. effectivement. Euh, donc allez-y, allez la voir, hein, j'y suis aussi, mince. Voilà. Voilà, merci en tout cas. Ouais, un super sujet, un super programme, et justement, puisqu'on en parlait, tu t'es spécialisé, toi, dans tout ce qui est RH, management, donc justement, et soft skills. Mhm. Comment c'est venu, ça? Alors, la RH et le management, pour moi, sont des sous-catégories, entre guillemets, des soft skills. Les soft skills, c'est vraiment ce qui est transversal à tout et à tous ces secteurs-là et à ces angles, finalement, d'attaque. Et comment les soft skills sont venus, j'ai envie de dire, elles sont venues à moi sans que je le sache. Donc, je m'explique. Quand moi, j'ai commencé mes formations, en tout cas ma formation initiale, je voulais être journaliste. Donc, j'ai fait une formation de journaliste politique aussi, c'était ça la spécialisation que je voulais faire, mais c'est un métier pour lequel j'ai été formée mais que j'ai jamais exercé. Ça, donc, c'est une première réalité. Et la deuxième réalité, c'est que par contre, j'ai fait des métiers pour lesquels je n'ai jamais été formée. Donc, j'ai fait plein de petits boulots qui étaient des métiers à part entière pour lesquels je n'ai jamais été formée, mais ça, je vais passer. Mais en tout cas, en tant que vrai métier, mon premier emploi, ça a été celui de chercheur, donc dans le milieu académique. Et c'est un métier qui présente la particularité, bon, déjà d'être un peu, enfin, je vais dire qu'on ironise souvent sur le métier de chercheur parce que la première chose quand on dit tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis chercheur. Ah, et tu trouves quoi? Ben, pas grand-chose. En tout cas, dans les premiers mois de ta vie de chercheur, c'est un peu difficile de répondre à cette question. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de formation en tant que telle au métier de chercheur. En fait, on a une bourse d'études, on sait qu'on doit faire une thèse de doctorat en 4 ans, mais voilà, très cut plan, comme on dit ici en Belgique. Débrouille-toi et fais avec, en gros, les compétences que tu as. Donc, il faut premièrement se former à la méthodologie. Et deuxièmement aussi, et je vais en parler après, c'est aussi dans la mission de chercheur, il y a aussi des missions d'enseignement, alors qu'on n'est pas formé à l'enseignement. Donc ça, c'est mon premier métier auquel, donc, comme je disais, je n'ai pas été véritablement formée au sens en tout cas qu'on entend de la formation initiale. Après, heureusement, j'ai eu des personnes inspirantes autour de moi et j'ai pu un peu modéliser c'était quoi le métier pour m'en sortir. Et le deuxième métier que j'ai maintenant, c'est celui, donc, comme je le disais, de chargé de projet pour une institution régionale publique, donc le secteur public. Ça, on peut y être formé au sein de la formation initiale, mais par contre, la particularité, c'est que je forme et que j'aide des managers d'une autre fonction publique, d'un autre niveau territorial dans le millefeuille institutionnel belge, c'est-à-dire que je suis région pour aider les localités. Et donc, ça, il n'y a pas vraiment non plus de formation, je vais dire, entre guillemets, au sens de la formation initiale. Donc tout ça m'a amené en tout cas à mettre en pratique une soft skill que j'avais en tout cas je pense depuis toute petite qui est celle de la curiosité et de l'apprentissage d'une certaine manière par soi-même en me disant c'est quoi le métier, en essayant de le modéliser, d'essayer d'identifier les bonnes pratiques et en apprenant finalement par moi-même
ce que je devais mettre en place. Donc ça a été beaucoup d'essais-erreurs, peut-être des échecs aussi, mais en tout cas, bah, c'est ça qui m'a amené finalement aux soft skills. Et alors, la dimension de RH et management, en fait, ben, ça remplit justement cette curiosité. C'est un domaine qui est très large, qui touche à des domaines très variés, hein, de la gestion à la psychologie et aux gens, à l'humain. Et donc, bah, moi, ça me plaît bien parce que je peux aussi aller chercher dans le privé des choses que je ramène dans le public, etc. Et donc, bah, ça me correspond bien finalement que d'être dans cette dimension-là. Je peux le dire comme ça. Super, c'est intéressant et puis même innovant parce que je suis pas certain, par exemple, qu'en France, on ait cette approche d'accompagnement de cadres Mm. dans la fonction publique, hein, je parle, dans la Oui. fonction publique, justement, et de les aider à mieux manager, à mieux se connaître, à mieux évoluer, en fait, dans leur milieu. C'est intéressant que ce soit mis en place, ça. Et t'en retires de quoi, toi, tu as déjà des retours, parce que je sais pas, tu m'as dit plusieurs années déjà que tu fais ça. Oui, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Ben oui, voilà. Donc oui, j'ai quand même un peu de retour. Maintenant, j'ai pas, quand j'ai commencé à travailler au Conseil régional de la formation, j'ai pas tout de suite mis ça en place. Mm. Dans un premier temps, j'ai eu plusieurs rôles, je vais dire ça comme ça, un peu un rôle de chargé de communication, plus un rôle de chargé de recherche et développement, parce qu'il y avait un lien avec mon ancien métier de chercheur. Et en fait, ben, cet accompagnement, on l'a co-construit aussi avec le secteur en se rendant compte qu'il y avait un réel besoin justement à ce niveau-là et des réels enjeux justement au niveau RH parce que donc une des particularités finalement des managers locaux, c'est qu'ils arrivent avec un diplôme de juriste le plus souvent. Ils arrivent à des Mm. fonctions managériales avec un diplôme de juriste. Et donc, je vais dire que la dimension d'approche de l'humain, soit elle est innée chez eux et tout va bien, soit c'est quelque chose enfin, qu'ils font par essai-erreur aussi. Et donc, bah, il y avait un besoin de monter en compétence à ce niveau-là. Et un deuxième besoin également, c'est un besoin de prise de recul. Ça, c'est un grand défi dans mon secteur, c'est que alors par contre, j'ai pas de comparaison sur d'autres types de managers, hein, mais c'est Mm. des managers qui sont très réactifs, enfin très dans la réactivité et dans l'emploi du temps subi et non choisi, je vais dire ça comme ça. Et Mhm. donc, avoir une prise de recul sur son métier, sur comment on fait les choses, etc., ben c'est véritablement ce dont ils ont besoin. Et je vais dire que, enfin, on pourrait ne pas leur apporter finalement de contenu. Parfois, juste le fait de se retrouver chez nous et de trouver des autres pairs avec qui ils peuvent partager des problématiques qui sont similaires, eh ben, ça les aide, ça leur donne un souffle nouveau et ils retournent chez eux un peu, je vais dire, reboostés, quoi. Et Mm. donc ça s'est co-construit, je vais dire, ça fait pas 10 ans que j'accompagne comme ça. Ça fait, je dirais, enfin ici on relance la quatrième promotion, donc c'est un groupe qu'on construit et une communauté qu'on construit. Et donc ici, on a la quatrième occurrence et ça marche bien, effectivement. Alors, on ne couvre pas tout le secteur, mais en tout cas, certains participent à nos contenus et sont ravis de le faire. Donc voilà. Bon, génial, génial, ça permet forcément, je suis persuadé qu'il y a des retombées en termes de management et en termes de bien-être, parce qu'on aime bien J'espère. parler de bien-être. Je l'espère en tout cas, et j'en suis convaincu. Non, mais c'est vrai que c'est important, on parle souvent de bien-être au travail, mais le bien-être au travail, très souvent, il vient aussi des managers, il Oui, vient aussi des choses qui sont mises en place et de l'humain dont on oui, parlait. Donc oui, oui, oui. je te rejoins là-dessus, essentiel. J'aimerais qu'on s'en inspire un peu en France. Tiens, petit message à ceux qui Pourquoi nous pas? écoutent. Pourquoi pas? Ah, Sans jugement, je suis sûr qu'il y a des programmes qui sont mis en place, il y a des choses qui sont ouais. mises en place, mais est-ce que c'est fait de manière aussi institutionnelle que ce que vous faites chez vous? C'est pas certain, certain. Mm. Revenons à notre sujet principal. Donc, tu sais, le principe de ces interviews, c'est de parler de l'apprentissage à l'âge adulte Yes. et de faire comprendre aux gens que voilà, c'est faisable. C'est pas si difficile que ça si on a envie de le faire, parce que ça aussi, il faut avoir cette envie et cette motivation. Et ce que tu vis, toi, dans tes expériences de formation, pourquoi, d'après toi, c'est toujours important de cet apprentissage continu, pardon, et cet apprentissage à l'âge adulte, et pourquoi c'est important dans notre société, selon toi? Alors, pour moi, et là je reprends ma casquette en gros de chercheuse, et donc je vais m'appuyer sur des recherches scientifiques et deux chiffres qui, moi, me font dire que bah, l'apprentissage à l'âge adulte, alors
peut-être c'est plus difficile pour certains que pour d'autres. Moi, ça me paraît naturel. Mais voilà, après, on peut en discuter. Mais il y a deux chiffres. Le premier chiffre, c'est que les compétences techniques ont une durée de vie de 18 mois à 3 ans. Donc ça, c'est un premier chiffre qui a été publié par Harvard Business Review, donc une revue française, mais qui a aussi un pendant anglophone Mhm. et qui nous dit en fait que les compétences techniques sont de plus en plus rapidement obsolètes. Donc ça veut dire quoi? Je prends toujours un exemple, c'est le métier d'informaticien. L'informaticien, le jour où il sort de l'école, il a 3 ans maximum pour, je vais dire, être pertinent, se faire embaucher dans une quelconque entreprise et pouvoir utiliser l'expertise qu'il a, le langage informatique, etc., qu'il maîtrise dans une organisation. Au terme de ces 3 ans, il va devoir nécessairement actualiser ses compétences, les mettre à jour, apprendre peut-être un autre langage informatique ou en tout cas faire différemment ce qu'il faisait. Donc ça me paraît être une première chose, une nécessité d'actualiser ses compétences parce que les compétences techniques, hein, on parle bien des compétences Mhm. techniques, sont de plus en plus rapidement obsolètes. Ça induit une conséquence, c'est que par contre, les compétences comportementales et les soft skills, elles sont plus durables. Donc on peut miser là-dessus. Et c'est même une manière de durabiliser finalement, de se rendre plus longtemps pertinent sur le marché du travail. Donc ça, c'est une première statistique, celle que j'évoque souvent, parce que bah, ça donne quand même une petite claque en se disant, ok, il va falloir que je mette à jour mes compétences. Deuxième statistique, c'est 85% des métiers de 2030 n'existeraient pas encore. C'est un chiffre qui a été publié par Dell et l'Institut du Futur, alors c'était en 2013, mais donc il faisait des projections sur les métiers, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les métiers évoluent de plus en plus vite, et finalement, la majorité des métiers, la plus grande partie des métiers sont en évolution. Ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître, ce que les médias ont peut-être donné comme incitant ou à penser ces choses-là, mais ça dit en tout cas que les métiers évoluent. Et donc si les métiers évoluent, ben, il faut pouvoir apprendre à switcher, à rebondir et à pivoter dans son emploi. Et donc ben, pour ça, il n'y a pas d'autre méthode que celle d'apprendre. Alors, pour apprendre, je pense qu'on peut apprendre par soi-même. Moi, Mhm. évidemment, je suis aussi une défenseresse de ça et de cette perspective-là. Tout le monde n'est peut-être pas forcément capable de mettre un plan d'action approprié pour monter en compétences. Mais donc, en dehors de ça, bah, il y a la formation qui existe et qui maintenant offre quand même des perspectives qui sont assez intéressantes, même pour ceux qui ont eu bah, des difficultés dans la formation initiale. Je pense qu'il y a des méthodes pédagogiques qui sont plus appropriées que d'autres en fonction de ces modes de fonctionnement. Et donc, voilà, j'ai envie de dire que pour moi, l'actualisation des compétences, elle est vraiment un fil rouge qu'on devrait même apprendre au sein de la formation initiale, de savoir comment mieux se connaître pour mieux apprendre aussi, et que ça doit faire partie ben finalement de quelque chose qu'on fait de manière hebdomadaire. Moi, j'avoue que toutes les semaines, je me mets un objectif d'apprendre quelque chose parce que c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que ça me nourrit, je le sais. Maintenant, il n'y a pas de jugement pour ceux qui ne le font pas, mais on peut trouver des exemples dans la vie quotidienne qui nous permettent Mhm. d'apprendre, je pense, et d'évoluer finalement dans sa manière de faire, ou pour des profils peut-être plus j'allais dire jaunes dans le modèle disque ou qui sont plus extravertis ou plus en lien avec les autres, oui, eh bien, ça peut être de s'inspirer de gens, de partager avec des gens tout simplement et d'apprendre de cette manière-là. Voilà. Donc les organisations aussi peuvent devenir apprenantes, je pense. Et Mhm. il y a vraiment un gros enjeu global à avoir à ce niveau-là, pas que au sens de la formation bien cadrée, bien fermée, quoi. Donc voilà. Et là où je te rejoins, c'est qu'il y a cette notion de curiosité. Et puis, oui, effectivement, pour certains, pour qui ça a été peut-être un peu difficile, voire même peut-être un peu traumatisant, on va parler de Oui. l'école sans trop en parler parce que c'est pas facile non plus de faire fonctionner l'école. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette curiosité. Tu disais, toi, tu te mets des objectifs. Moi, par exemple, je mets pas d'objectifs parce que je sais que quoi qu'il arrive, j'ai besoin d'apprendre. Mhm. C'est devenu un besoin avec le temps et ça devient naturel. Après, c'est pas le besoin, tout le monde n'a pas ce besoin-là et tout le monde n'a pas eu cette réussite dans l'apprentissage auparavant.
Justement, je voulais voir, tu as dû croiser peut-être parfois des gens que tu formes qui n'ont pas eu cette réussite dans l'apprentissage, pour qui ça a peut-être été un petit peu difficile. Est-ce que tu aurais quelques stratégies ou quelques techniques que tu peux mettre en place comme ça, sans... Alors, dans le sens de la formation en tant que telle des managers, j'ai pas rencontré cette dynamique-là. Mhm. Peut-être aussi parce que c'est des personnes qui sont déjà, à mon sens, comment, attentives à leur montée en compétences. Donc elles sont là par Mm. choix, pas par Oui. obligation ou parce que ça leur permet une évolution de carrière, que du contraire. Elles sont là, donc par rapport à ce public-là, je ne l'ai pas rencontré. Maintenant, c'est vrai que en parallèle, je suis également coach. J'accompagne des étudiants qui font... enfin, qui ont des difficultés dans la réalisation de leur mémoire de fin d'études, voire dans la préparation à des examens de recrutement ou des personnes qui auraient des difficultés professionnelles, donc qui s'adressent à moi généralement sous le couvert d'un problème en termes de gestion du temps ou de méthodologie. Et derrière, en fait, se cache pour moi plein d'autres choses. Derrière cette difficulté de j'ai pas le temps de, enfin, ou Mm. je fais pas les choses comme il faudrait, enfin, j'atteins pas mes objectifs, etc. Il se cache plein de choses. Et derrière, c'est souvent des questions d'estime de soi qui ressortent. Euh, vraiment en dessous, même s'ils ne le labellisent pas en tant que tel, c'est souvent des questions d'estime de soi. Vis-à-vis de l'apprentissage qu'il y a, c'est que ben, il y a différentes démarches. Il y a la démarche de stratégie, Mhm. où je pense qu'il y a toute la dimension de comment on fait pour mettre en place un plan d'action, quel questionnement on met en place aussi. Et donc ça, c'est toute la démarche bah, que je fais de manière accompagnée, mais qui permet aussi, enfin, qui peut être faite en solo, mais je trouve que, enfin, sur certains publics en tout cas, c'est assez difficile de le faire en solo, de mettre juste les Mm. questions et de les identifier, parce que ça demande une certaine prise de recul, une démarche d'introspection que tout le monde n'est pas capable de faire tout le temps. Donc ça, c'est une première stratégie, c'est celle du questionnement. Donc questionnement soit par soi-même, soit avec un coach, avec une personne qui vient en mode un peu en appui pour venir chercher des Mm. choses et essayer d'éveiller certaines prises de conscience. Après, il y a des plans d'action entre guillemets plutôt liés au métier en tant que tel, parce que comme je le disais, lié au fait que les métiers évoluent, etc., il faut pouvoir aussi être en veille sur c'est quoi son secteur, c'est quoi son métier, et comment on peut justement miser sur des compétences durables. Et donc ça, c'est une des techniques, c'est une des stratégies que je partage dans le Mm. livre et que je partage aussi dans des accompagnements qui peuvent venir à un moment donné. C'est toujours dans une démarche de questionnement, mais cette fois-ci plus métier, plus tiens finalement, ben, sur quoi je peux miser pour être employable, être pertinent, rester pertinent dans mon métier. Donc je vais dire que de manière globale, c'est plutôt le questionnement, cette stratégie en tant que telle. J'aurais tendance à dire bah, qu'il faut pouvoir, comme je le disais, essayer de trouver toutes les opportunités d'apprentissage qu'on a autour de soi et peut-être de mettre en place certaines choses au niveau organisationnel, parce que parfois on rencontre des difficultés au niveau organisationnel si on est dans une structure, alors que les collègues ont des réponses. Et donc, Mm. juste le fait de dire bah, je rencontre telle difficulté, de le poser c'est pour moi une stratégie en tant que telle. Et dernière chose, moi je mets aussi en place, et ça c'est ce que je partage dans le livre, le principe KISS, donc qui est que tout projet pour moi peut être évalué au regard en tout cas de 4 éléments. Qu'est-ce que je garde, le keep, le cas de keep, qu'est-ce que j'améliore, le improve, qu'est-ce que j'arrête, le stop, et qu'est-ce que je commence, le start. Et quand en fait on a fini finalement, on est arrivé à un objectif, on est arrivé à un projet, se donner le moment d'introspection, de questionnement, alors soi-même ou en équipe, de se dire tiens finalement dans ce projet, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, et Mm. donc de tirer ces enseignements, pour moi est en tout cas une stratégie assez intéressante. Alors je sais pas si ça, enfin pour moi ça met dans une démarche d'apprentissage, parce que on parle quand même d'amélioration, de garder, et le stop
pour moi, c'est génial aussi parce que j'ai tendance à toujours sédimenter et remettre des couches et des couches. Mais finalement, le stop est assez intéressant aussi en se disant, bah non, ça c'était superflu. J'ai essayé, bah j'arrête quoi. Donc en mode un peu essai-erreur et en se disant que ce principe-là, c'est finalement s'octroyer le droit à l'erreur. Et ça, je pense que c'est important aussi en termes d'apprentissage. Voilà. Intéressant ça. C'est un peu fouillis-bouillis comme Non, réponse. non, on trie tous. Puis chacun prendra ce qu'il a envie et c'est le principe c'est le principe du podcast. Non, je voulais rebondir sur cette partie-là et sur le droit à l'erreur et justement sur cet apprentissage par l'erreur. Je voulais juste, voilà, c'est intéressant parce que souvent on a un petit peu peur et parce qu'on a appris en fait que l'erreur était pas très bonne, hein, on prend des mauvaises notes à l'école, etc. Alors que finalement, attention, l'erreur brute sert à rien, on est bien d'accord non plus, mais c'est l'apprentissage qu'on fait par rapport à l'erreur qui sert à quelque chose. Je préfère aussi le poser parce qu'on a tendance à lire un peu partout que l'erreur nous apprend des choses. Non, c'est ce qu'on en retire nous derrière. Oui. Mais c'est intéressant de voir ça et c'est intéressant de voir que bah, il faut essayer quoi. Mhm. Il faut essayer. Est-ce que tu as déjà eu des gens en face de toi dans le coaching comme ça qui ont cette peur d'essayer? Euh, je pense, j'en connais. Bon, une, Je voilà. crois que oui. Et justement, parlons de toi, puisque c'est encore plus simple, tu connais mieux le sujet. Euh, Qu'est-ce que tu as mis en place? Donc, la stratégie KISS, est-ce que tu as d'autres techniques, on va dire un peu issues de neurosciences, puisque c'est quand même quelque chose, un domaine que tu connais, ou on parlait aussi de ludopédagogie, donc de choses qui rendent les choses ludiques. Est-ce que tu as essayé de mettre des choses en place dans ce domaine-là? Alors finalement, c'était plus facile de parler des autres que de parler de moi, mais bon, effectivement, comme tu le dis, je maîtrise le sujet. Bah, comme tu disais, le fait, enfin, premier préalable, le fait de s'octroyer le droit à l'erreur, pour moi, enfin, ça a été vraiment un changement de représentation du monde et de vision du monde. Peut-être aussi parce que, alors même si j'ai pas, j'ai jamais été, enfin j'ai jamais eu des super points quand j'étais en tout cas en formation obligatoire, Mm. je vais dire ça comme ça. C'est une fois que j'ai été dans le monde universitaire et que j'ai pu choisir et considérer que ce que je faisais était un choix, que les choses se sont déliées. Donc, même si voilà, j'ai eu un doctorat, etc., on pourrait se dire que l'échec, enfin, je connais pas. Que du contraire. Toute ma scolarité, en tout cas obligatoire, est plutôt l'histoire d'un échec que l'histoire d'une réussite en tant que telle. Mais bon, voilà, petite parenthèse, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est que je souffre d'un syndrome, je crois que certains qualifient de la bonne élève. Donc j'essaye de faire toujours tout bien en mode suradaptation. Et donc, ben, ça clairement, à un moment donné, voilà, ça m'a éloignée de moi, ça c'est une première chose. Donc, Mm. effectivement, j'ai mis en place toute une série de dynamiques d'auto-coaching, hein, donc voilà. Et donc, bah, le processus là-dedans, c'est que effectivement, il y a de la dimension de pédagogie, de neurosciences qui se recoupent, et d'apprentissage de ce droit, comme tu dis, à l'erreur. Pour moi, l'erreur, c'était mon identité. C'était moi qui étais en échec, c'était moi qui, enfin, donc, c'était moi qui étais mal vue, etc. C'était juste une vue d'esprit parce que en inversant, maintenant que je suis passée de l'autre côté finalement du miroir, hein, comme on pourrait dire, je me rends compte que c'était juste des croyances que je me donnais à moi-même et que j'interprétais les feedbacks des uns et des autres au regard de cette croyance. Mais donc, premièrement, il faut se donner cette autorisation à l'erreur. Et moi, je me le donne en me disant, ben là, je fais un test. En fait, quand je suis en mode projet, je me dis, ben non, c'est pas un projet que je dois réussir parfaitement, etc. Non, c'est un test, j'ai jamais fait. Et donc, je m'octroie ça et je m'octroie derrière le principe KISS, soit, comme je le disais, individuellement, soit en équipe. Et ça me permet de me donner une certaine, enfin, je sais pas, un droit à l'erreur derrière. De m'autoriser finalement à moi-même certaines choses. Et donc, ben ça permet justement de ne pas être sur le côté identitaire
et de mettre en place certaines choses. Donc j'ai parlé du principe KISS, mais ça peut être aussi d'analyser ces modes de fonctionnement au regard des neurosciences. Ça m'a beaucoup aidé aussi de comprendre un peu mes profils entre guillemets addictifs, puisque dans la communauté BMO, on parle de la dose, la dopamine, Mhm. l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine, et de comprendre mon profil addictif me permet de mieux mettre en place certaines choses pour justement rendre les choses plus fun finalement dans ma manière de fonctionner, dans ma manière d'approcher la réalité, les challenges, les obstacles et les difficultés qui se posent à moi. Et la ludopédagogie, alors ça, je ne l'utilise pas vraiment par moi-même. Mhm. Enfin, pour moi-même en tant que tel, oui, j'aime bien le jeu, mais en tant que tel, je ne développe pas tellement ça dans ma manière de fonctionner parce que pour moi, l'apprentissage est déjà, enfin, m'apporte déjà tellement que j'ai pas vraiment besoin de mettre ça en place. Mais par contre, là, pour le coup, quand j'accompagne les managers, je mets en place ces dynamiques de ludopédagogie. Donc, qu'est-ce que j'entends par la ludopédagogie? C'est mettre du jeu sérieux, dans une dynamique d'apprentissage pour essayer d'impliquer, de motiver, de faire en sorte d'engager finalement dans une formation, dans une démarche d'apprentissage. Et ça, moi, je le fais à deux niveaux avec mes managers. Au niveau, je vais dire, des espèces de brise-glace en formation pour Mhm. s'octroyer le droit finalement de casser un peu le côté aussi posture de manager, parce qu'ils ont l'habitude d'être très en position ascendante quand ils sont chez eux dans leur réalité, et c'est normal, mais un peu de casser la posture et de se mettre en mode, voilà, on est dans une démarche de partage, on a des problématiques qui sont communes, et voilà, co-construisons ensemble. Et donc la deuxième démarche, c'est effectivement que j'utilise le jeu pour co-construire. Donc Mhm. il y a deux techniques, une que tu connais bien, qui est les chapeaux de Bono, que j'utilise pas mal en termes de résolution de problèmes, pour poser un problème et essayer de le résoudre ensemble, en intelligence collective. Et il y a également la stratégie Disney, que j'aime assez bien. Et donc ça, c'est deux manières que j'ai, enfin c'est vraiment les deux, j'allais dire fonds de commerce, dans mes trucs et astuces de ludopédagogie que je mets en place. Parce que ça permet de mettre un cadre peut-être bienveillant, je sais pas, enfin en tout cas d'instiller un certain mindset, un état d'esprit ou un sentiment finalement dans le cadre de la formation, et qui permet d'engager justement la communauté. Voilà un peu. Oui, puis effectivement, je pense que quand on s'amuse, on apprend, on retient. C'est assez souvent, hein, c'est quand même aussi quand on parle de mémorisation ou d'apprentissage, c'est vrai que le fait de le faire en s'amusant, on a tous, euh, on a tous un vieux prof qui nous racontait des belles histoires ou Oh, qui nous faisait, hein, on l'a celui-là. Ben celui-là, bizarrement, on s'en souvient. ouais. Euh, voilà, c'est important. Mon prof d'histoire géo en sixième. Euh, Moi, c'était mon Bon, prof de super. religion. Pourtant, hein. Voilà. Ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est important de sortir un petit peu du côté sérieux de la chose et casser les codes. Oui, ça fait du bien. Et généralement, c'est vrai qu'on retient mieux, quoi. Ouais. Tu parlais aussi tout à l'heure que tu as commencé par tout ce qui était gestion de temps. J'ai pas mal de gens aussi qui nous renvoient la question en disant, mais moi, j'ai pas le temps d'apprendre. Mhm. Euh, Comment toi, puisque en plus spécialiste en gestion du temps, comment tu pourrais aider ces gens-là ou comment tu pourrais les conseiller sur des petites choses à mettre en place pour se dire, ou finalement, tu as le temps. Ben, deux choses. Premièrement, c'est ce que je disais tout à l'heure, toutes les activités de la vie quotidienne sont des opportunités d'apprentissage. Donc, pour moi, il suffit d'avoir un prisme à un moment donné, de se dire, Mm. quand je fais telle activité, alors je vais prendre l'exemple d'activité professionnelle, mais je donnais l'exemple d'un projet que je dois mener parce que mon employeur me demande, mais ce projet, finalement, il peut être une opportunité d'apprentissage. Donc, moi, ce que je mets en place là, en termes de stratégie, c'est ce que j'appelle les war rooms. Alors, je ne sais pas si tout le monde, enfin, en tout cas, moi, c'est un moment dédié dans l'agenda où, au cours de la semaine, enfin, je vais le faire deux fois dans la semaine, mais au cours de la semaine, le lundi, je vais me dire, tiens, c'est quoi? Alors, normalement, c'est les trois priorités de la semaine, hein. Cette semaine-ci, j'en ai cinq, mais bon, voilà. Waouh. L'idée, en tout cas, c'est de se dire, c'est quoi? Ça peut être des petites ou des grandes priorités, hein, mais c'est quoi l'attente de ma semaine? Qu'est-ce que je veux faire? Et donc, ça, c'est un premier item à remplir, mais derrière, c'est par exemple, en quoi ça me donne une opportunité potentiellement de développer une soft skill. Alors,
mettons que j'ai mis cette interview dans les priorités de ma semaine, mais pour moi, c'est une opportunité peut-être de développer ma prise de parole en public, mon sens de l'adaptabilité. Donc, on peut y mettre différentes manières d'aborder les compétences comportementales derrière, différentes choses qu'on va chercher. Et puis, c'est justement dans ce principe KISS de se dire à la fin de la semaine, donc le vendredi, je repasse en revue mes priorités de la semaine. J'ai mis au regard mes soft skills derrière et je me dis, tiens, est-ce que j'ai atteint mon objectif? Est-ce qu'il y a quelque chose à parfaire? Est-ce que je peux y voir une opportunité d'amélioration? Ou est-ce que je peux demander un feedback à Stéphane sur savoir comment je peux m'améliorer? Donc voilà, ça c'est un exemple de se dire début de la semaine, je planifie, enfin je priorise quelque chose comme important, je le mets au regard une opportunité d'apprentissage et derrière je l'évalue. Ça peut être, comme je le disais aussi dans la vie quotidienne, moi la cuisine c'est pas du tout mon truc, c'est de se dire, ok, ça fait partie peut-être de ma priorité personnelle de la semaine, de se dire cette semaine-ci je fais de la cuisine et derrière ça peut être une opportunité de développer son sens de l'organisation ou sa rapidité, enfin je ne sais pas, hein, mais donc voilà, un Bien petit sûr. peu... voilà, ou le fait de faire plaisir à quelqu'un d'autre, que sais-je. Mais donc, voilà, c'est un peu de mettre tout ça, pour tout ça en regard de ce qu'on peut, dans ce qu'on peut y développer. Donc, ça, c'est ma première, mon premier élément. Et il y a un deuxième élément que je voulais partager, mais je l'ai oublié au passage. Donc, c'est pas grave. Eh ben, écoute, ça reviendra. On fera un deuxième podcast Oui, c'est ça. on fera une Si deuxième ça revient, je interview. te le dis. Si ça Moi, revient, je te le dirai tu m'as après. bloqué sur la cuisine. Franchement, Ouais. cuisine belge, tu me parles pas de moi de cuisine, s'il te plaît. Je suis français quand même. Attention. Oui, mais en même temps, je ne vais pas parler de cuisine. C'est vraiment pas mon aptitude. Bon, super. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est souvent la question qui se pose, c'est ça, c'est j'ai pas le temps d'apprendre ou j'ai pas le temps de me remettre à l'apprentissage. Alors bien sûr, Mm. reprendre des études, c'est autre chose. Attention, je Ah confonds oui, pas la même oui. chose. Reprendre ses études, c'est un investissement et une question de temps, ça je suis bien d'accord. Mais comme tu le dis, effectivement, l'école de la vie, entre guillemets, c'est quand même un bon vecteur d'apprentissage. Il y a un deuxième petit point que je rajouterais, c'est le fait d'en être conscient. Oui, Parce que clairement, la justement, fonctionnalité. Oui. on apprend parce qu'on est conscient de ce qu'on Oui. fait, parce qu'on a l'intention et parce que voilà, ce sont des points importants. Oui. Super. Et donc j'ai retrouvé mon idée Oui, eh entre-temps. ben tu vois, voilà. Bien C'est joué. ce que je dis régulièrement aussi, c'est tout ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Donc si à un moment donné, on s'est pas mis 2 heures, par exemple, pour apprendre quelque chose parce qu'on a l'objectif de, je sais pas, développer ses compétences. Enfin, moi, par exemple, c'est l'intelligence artificielle pour l'instant. Je veux développer certaines compétences là-dedans. Mais si je me suis pas bloqué 2 heures à tel moment dans ma semaine, forcément, si je le mets en point d'attention, mais qui arrivera un jour, Hmm. forcément le planning il se remplit et il y a plein d'autres choses qui se mettent et donc voilà, c'est de planifier les choses et de se consacrer un bloc de temps avec un objectif clair derrière quoi. Voilà. Ouais. Se mettre des rendez-vous avec soi-même. Voilà, exactement. Hein? Dédicace à Jérôme Haro. Euh... Ok, super. Eh ben tiens, puisqu'on parle de ça, c'est quoi tes projets là pour ce qui va arriver bientôt? Oh, je le sais, mais bon, je te laisse le dire. Alors, il y en a un gros hein, et qui est commun avec toi, c'est le 28 septembre. Donc, on organise une conférence, enfin une journée hein, de conférence où on va parler de soft skills. Et qui est couplé en plus avec la sortie d'un livre dont je parlais, puisque je parle du Bien sûr. projet du principe KISS et du growth mindset dont on a parlé mais sans le nommer, donc l'état d'esprit de croissance. Et donc ça c'est le rendez-vous, je vais dire le plus gros projet de prise de parole en public, de conférence qui aura lieu le 28 septembre. Et alors, j'ai d'autres projets en dehors de ça, effectivement. Comme je disais, ça fait 2 ans que j'ai lancé la newsletter Inspiration Soft Skills. J'aimerais arriver à 2000 abonnés au mois de juillet, donc pour fêter les Cliquez, 2 ans. cliquez. Cliquez, on mettra le lien, on mettra le lien. Voilà. Donc c'est une newsletter que j'ai lancée qui a vraiment pour objectif de conscientiser et de sensibiliser. Il y a rien à vendre derrière, mais l'idée c'est de sensibiliser et de conscientiser au fait que justement les soft skills sont des compétences durables et qu'il Hmm. faut tout un chacun pouvoir d'une certaine manière s'approprier ce contexte, ces évolutions de société pour les mettre en pratique dans sa propre évolution professionnelle. Donc ça, c'est inspiration soft skill. Je disais, j'ai aussi des projets liés à l'intelligence artificielle. On a lancé avec Nicolas Lozanzik et Sébastien Meunier un podcast qu'on appelle les Hold Up de l'IA, où l'idée c'est d'un peu chacun avec nos filtres et nos manières d'approcher les choses,
de comprendre un peu les évolutions de l'IA, d'interviewer éventuellement des gens et de voir ce que ça nous prend en tant que professionnel ou pas. Donc ça, c'est un deuxième projet. Et le troisième projet auquel toi aussi tu as été, enfin je t'ai sollicité à cet égard-là, c'est la boîte à outils du formateur. Mm. Et donc, on a un projet avec le podcast Rendez-vous Interdigital de collaborer sur cette boîte à outils. Eux, ils ont déjà une boîte à outils bien remplie, mais donc l'idée, c'est d'aller plus loin et de structurer tout ça. Donc voilà, ça, c'est en dehors de la conférence qui m'occupe pas mal l'esprit et qu'on est en train de planifier ici au mois de juin. Ouais. Donc, conférence 28 septembre à Paris. Il y aura 11 speakers sur la Inscrivez-vous. journée. Voilà, inscrivez-vous. C'est le moment là parce que l'interview sortira sur le podcast juste avant l'été. Donc là, pour fin juin, début juillet, Mm. inscrivez-vous. C'est maintenant. Il y a un tarif early bird. Profitez-en. Et en plus, oui, effectivement, vous partirez avec le livre dédicacé et on sera tous là. Ouais. Autopub. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. Est-ce que tu avais autre chose, un autre point à promouvoir, quelque chose à dire? Moi, je dis inscrivez-vous à la newsletter, c'est super important. Inscrivez-vous à la conférence, bien sûr, mais je ne sais pas si tu voulais nous rajouter un petit quelque Non, chose. c'est tout. Non, bon, J'ai parfait. Bah envie moi, de j'ai, dire que juste partager le même oui, message que celui que je partagerai en conférence, qui est de dire que chacun, on doit être acteur d'une manière ou d'une autre de son développement professionnel. Et donc pour ça, rejoignez-nous le 28 septembre parce que je pense que ce sera une bonne occasion de mettre un pied là-dedans si vous avez encore des réticences à développer vos soft skills. Voilà. top, top. Une dernière petite question parce que je la pose à tous les participants du podcast. Qu'est-ce que toi, Caroline de Blandor, tu as appris récemment? Quelle est ta dernière expérience d'apprentissage? Elle n'était pas Euh, dans la liste des questions, celle-là. C'est fait exprès. non. Que j'étais capable d'adaptabilité. Ouais, la preuve. Hem, c'est une très, très bonne question, et je n'ai pas la réponse. On va vraiment être obligé de refaire une deuxième interview. Non, c'est une enfin la 1re chose qui me vient, c'est une expérience vraiment, personnelle, mais donc je ne sais pas Bien si sûr. ça évoquera quelque chose chez les auditeurs et les téléspectateurs, mais effectivement que j'étais capable d'adaptabilité. On est parti ce week-end en camping-car, Ouais. donc sans vraiment de projet ni de planification, etc. Ce qui était quelque chose pour moi de pas forcément évident, mais donc qui m'a fait justement développer ma soft skill à l'adaptabilité. C'était le but, hein, et c'était inscrit comme ça dans mon dans ma priorité de la semaine. Mais effectivement, j'ai trouvé ça assez cool de se laisser un peu porter. Et ce que j'ai découvert, c'est que vraiment, quand on est en camping-car, on dit souvent, il y a cette citation de Gauche, je pense, le but c'est le chemin. Mhm. Eh bien, je me suis vraiment rendu compte que c'était ça, parce que donc voilà, on s'est laissé porter, on s'est arrêté là où on avait envie, sans qu'il y ait de planning précis, d'objectifs précis. Et ça, je me suis dit à refaire. Franchement, un exercice de lâcher prise et d'adaptabilité. Et je ne pensais pas que ça se passerait aussi bien. Voilà ce que Bon, j'ai appris. génial. Bel apprentissage en tout cas. Bon, à refaire. Allez, on fera passer le message à monsieur pour qu'il réorganise ça. Très bien. Merci beaucoup, Caroline. Merci à Merci toi pour encore. l'invitation. Merci à tous d'avoir été là et au plaisir en tout cas. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.